Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle le déroulé de l'émission. Pendant cette première heure, vous allez parler réforme fiscale avec Edwige Chevrillon de BFM Business. C'est ensuite Anna Cabana du journal Le Point qui viendra pour vous interroger sur vos contradictions. Et dans la deuxième heure, eh bien, on pourra voir les différences, la limite, les passerelles éventuelles ou au contraire les affrontements entre droite classique et Front National, puisque c'est Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui viendra vous affronter. Et puis Véronique Jacquier, qui vous écoute attentivement, viendra pour le débrief final, pour évidemment l'after RMC. Mais revenons tout de suite sur l'actualité. On vous entend assez peu sur l'actualité internationale. Elle est là au cœur de cette journée et de ce week-end, puisque cette nuit, accord international avec l'Iran. L'Iran qui a accepté donc de limiter l'enrichissement de son uranium en échange d'un assouplissement des sanctions. Est-ce que vous estimez que c'est un bon accord ? Oui, je ne crois pas qu'on nous entend de peu en réalité, puisqu'on a beaucoup évoqué l'international, notamment au moment de l'affaire libyenne, syrienne, malienne. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas encore eu l'occasion, je vous réserve la primeur de ma réaction sur cet accord qui est intervenu cette nuit. Oui, bien sûr, c'est un bon accord. Bien entendu, tout ce qui éloigne le conflit est positif. Et je pense, moi aussi, au peuple iranien, car il vit depuis déjà de nombreuses années un blocus qui est extrêmement difficile pour les familles iraniennes, pour les enfants, on l'a su par le passé pour l'Irak, c'est vrai aussi évidemment pour l'Iran. Et je pense encore une fois qu'à partir du moment où on arrive à se mettre autour d'une table et à avancer dans la bonne direction, car évidemment tout n'est pas réglé, mais on ne peut que s'en féliciter. Est-ce que vous estimez que la France a joué un rôle particulier dans cet accord ? Est-ce que vous estimez que Laurent Fabius a joué un bon rôle ? Non, enfin, j'ai pas le sentiment que la France ait joué un rôle, sauf peut-être un rôle de frein. En l'occurrence, c'est en tout cas ce qui lui a été reproché par les différentes parties qui étaient autour de la table. Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Vous savez, c'est souvent comme ça en matière internationale. Ils récupèrent l'accord ? C'est un peu le sentiment que l'on a à la sortie de cette réunion, mais. Allez, c'est pas grave, c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est qu'encore une fois, le conflit s'éloigne, les dangers s'éloignent, et l'Iran pourrait demain, par l'intermédiaire de ce processus, reprendre sa place dans le concert des nations. C'est ce que vous souhaitez ? Bah oui, bien sûr, c'est positif. Bien entendu, je crois que on ne peut jamais se réjouir, si vous voulez, de voir des conflits persister entre des nations. L'Iran est une grande nation et géopolitiquement est une nation importante. C'est toujours mieux d'avoir des relations avec eux que pas de relations du tout. Israël parle au contraire d'une erreur historique. Oui, mais je crois qu'Israël est très inquiet. On peut le comprendre d'ailleurs pour sa sécurité. C'est vrai que c'est un pays qui n'a jamais réussi depuis déjà des décennies à vivre dans la quiétude, dans la sérénité, dans la sécurité. On peut le regretter d'ailleurs, et nous avons toujours été les tenants d'un positionnement très équilibré. Je crois aussi que c'est historiquement le rôle de la France. Israël a le droit à sa sécurité, la Palestine a le droit à son existence. Pour l'instant, on n'a pas réussi à avancer, si vous voulez, sur ce dossier suffisamment, peut-être aussi parce que la voix de la France n'est plus celle qu'elle était, parce que justement elle a perdu peut-être ce sens de l'équilibre par un atlantisme forcené. Le voyage dans les de François Hollande cette semaine a été plutôt souligné comme un voyage réussi d'un côté comme de l'autre. Pendant des années, la France est apparue comme étant profondément atlantiste, et du coup, eh bien, elle a perdu dans cet atlantisme forcené, encore une fois, une crédibilité. Voilà, elle est moins audible aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être dans un passé maintenant un peu lointain. Il y a un dossier qui pourrait émerger assez rapidement, c'est la Centrafrique. La France pourrait lancer une opération militaire. Aujourd'hui, il y a 400 soldats français sur place. On parle de 1000 hommes. Est-ce que la France doit aller en Centrafrique ? Ce qui est sûr, c'est que la Centrafrique, et pas seulement d'ailleurs, le Mali aussi, est la conséquence des errements de notre politique étrangère. Il faut maintenant dire les choses telles qu'elles sont. L'opération en Libye, soutenue par le PS d'ailleurs à l'époque et lancée par Nicolas Sarkozy, a été une erreur absolument majeure. Le soutien, encore récemment, aux rebelles syriens, dont
tout le monde sait aujourd'hui, hein, ou fait mine de découvrir qu'en réalité ils sont totalement pris en main par Al-Qaïda, a été et est une erreur majeure. Ça a donné des ailes aux fondamentalistes islamistes, ça les a armés, puisque une grande majorité des armes que l'on retrouve sur d'autres terrains d'action terroriste aujourd'hui sont les armes qui ont été livrées aux rebelles fondamentalistes libyens. Bon. Et donc on a participé, je crois, à la déstabilisation de pans entiers Pour vous, le Mali, c'était une erreur, ou est-ce qu'aujourd'hui... Non, ça n'est pas une erreur, mais, puisque j'ai soutenu l'intervention au Mali, mais c'est la conséquence de nos erreurs. Ça, c'est une certitude. Et en même temps, c'est très contradictoire, car une fois de plus, quelle est la logique dans une politique internationale qui consiste à soutenir les fondamentalistes islamiques en Libye et en Syrie et à les combattre au Mali et demain peut-être ailleurs. Vous avez soutenu l'opération au Mali. Est-ce que vous soutiendriez une opération en Centrafrique ? Oui, pour peu qu'on nous explique quels en sont effectivement les contours, mais la vraie question c'est avec quoi? Parce que là encore il y a une contradiction majeure. On ne cesse de baisser le budget de la défense et on demande à notre armée d'intervenir sur des territoires de plus en plus nombreux. Avec quoi? Aujourd'hui on sait qu'on ne serait même pas capable de mener l'opération malienne, on n'en aurait plus les moyens. C'est la raison pour laquelle je demande que soit constitutionnalisé un budget à hauteur de 2% de la défense pour pouvoir avoir à tout le moins, le moyen, non pas tant de nos ambitions, mais le moyen de la protection du personnel militaire que nous envoyons sur ces territoires. Retour en France, Marine Le Pen. Cette semaine, Bernard Renès, qui est le député qui avait été poignardé lors des cérémonies du 11 novembre, est revenu à l'Assemblée. Et il a dit dans l'hémicycle: qu'arrive-t-il à mon pays? Il y a une digue quelque part qui est en train de se rompre. Nous tous qui avons un mandat du peuple ou qui le briguons avons la responsabilité collective d'endiguer la haine qui semble monter maintenant. Est-ce que vous partagez le diagnostic? Est-ce qu'il y a une haine qui monte? Non, j'ai pas ce sentiment-là. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le profil de celui qui a agressé M. Renès. Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement choquant de voir des élus agressés physiquement et particulièrement brutalement dans son cas. S'agit-il d'un déséquilibré? S'agit-il... voilà, je ne peux pas le dire. Moi, je pense que le climat qui est instauré est un climat qui est instauré de manière totalement artificielle. On a fait monter des débats de manière artificielle, expliquant qu'il y avait que la France était devenue raciste, que les Français étaient des beaufs et des racistes, etc. Je crois que c'est artificiel. Pour vous, la France n'est pas devenue raciste? Non, je pense que la France n'est pas du tout raciste, mais je pense que ces débats-là, ils servent à des mouvements politiques qui n'ont plus rien à offrir, qui n'ont plus rien à dire, qui n'ont plus aucun espoir. C'est quoi? C'est de la manœuvre? C'est un écran de fumée? C'est quoi, oui, en fait? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Non, mais clairement, écoutez, vous voyez bien de la part du Parti socialiste que il s'agit là d'une manipulation politicienne et électoraliste pour tenter de ressouder des troupes qui partent dans tous les sens, qui sont divisées. Et quand on n'a plus rien à dire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la souveraineté, eh bien, il faut bien essayer de créer un débat dont on pense qu'il va coaliser le grand son meeting propre qui est camp. Organisé justement par le Parti socialiste mercredi contre le racisme. Oui, c'est une opération politicienne. Ce qui est plus étonnant, permettez-moi de le dire sur votre plateau, mais ça n'est pas tant que des politiques cherchent à faire monter ces débats artificiels pour essayer de susciter une adhésion ou de permettre une cohésion de leur camp. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ces débats artificiels soient reproduits par la presse sans aucune réserve, sans aucune prudence, hein, comme si les médias avaient pris le parti... C'est-à-dire vous nous reprochez un peu, de créer ce climat? Non, de courir après la communication gouvernementale ou derrière la communication du Parti socialiste sans aucune réserve, sans prendre de recul, si vous voulez. On a un peu l'impression qu'il y a un emballement dont on s'aperçoit qu'en réalité, il est fondé... Marine Le Pen, il y a eu quand même plusieurs moments récemment où justement il y avait enfin un peu de cohésion nationale. C'est effectivement assez rare parce qu'aujourd'hui les gens sont plutôt découragés quand on voit les enquêtes d'opinion. Et vous avez été à contre-ton. Il y a eu deux moments en particulier, la victoire des Bleus, mais déjà le moment de la libération des otages, qui était effectivement plutôt un moment de communion nationale. Et vous avez un peu cassé l'ambiance. On vous a entendu sur le retour des otages. Laisser planer le doute. On a un peu l'impression que vous êtes comme le Schtroumpf grognon, qui est toujours à contre-temps. Vous n'avez pas envie de vous réjouir de ces moments, nationaux? Non, mais bien entendu que je m'en réjouis. Mais quand vous parlez de cohésion nationale, vous parlez de la cohésion des partis politiques.
Mais est-ce que... Enfin, je pense que les Français se réjouissent quand même globalement quand un otage rentre. Oui, bien sûr, ils se réjouissent. Mais ils trouvent, je pense, de manière très majoritaire, scandaleux que le gouvernement en fasse une publicité personnelle. Voilà, je pense que l'utilisation de ces moments, l'instrumentalisation, l'arrivée des caméras, etc. Si vous étiez ils ressentent ça, je crois qu'ils ressentent ça vraiment comme une instrumentalisation et ils en sont aujourd'hui gênés. Voilà. Et si ça vous n'empêche étiez pas d'être heureux de leur République, retour, bien sûr. Si vous étiez président de la République et que des otages revenaient, est-ce que vous n'auriez pas à cœur bien qu'il y ait justement un moment d'accueil un peu national avec des caméras, avec les Français? Sûrement pas, non. Je ne me lancerai pas dans ce type d'opération qui consiste à aller les tirer par la manche devant des caméras alors qu'ils sont encore hagards de leur détention pour venir essayer d'en tirer un profit politique. Non, ça, je ne ferai pas ça, ça c'est sûr. Sur la victoire des Bleus, toute la France s'est plutôt quand même réjouie de cette victoire et le communiqué du Front National était très critique sur l'équipe des Bleus. Ah non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. On s'est réjoui de cette victoire. On l'a peut-être un peu relativisé quand même. Bon. C'est ça, mais c'est un peu rabat-joie. Non, c'est pas rabat-joie. Non, c'est pas rabat-joie. Je pense qu'on est heureux que l'équipe ait remonté 2 points. Voilà, on a quand même le droit de dire que c'est pas ni contre l'Allemagne ni contre le Brésil, que c'est contre l'Ukraine. Et qu'à la limite, on est Est-ce que c'est nécessaire de relativiser? On est content, si vous voulez, d'aller au Brésil, mais c'est quand même la moindre des choses, quoi. Voilà, bon, c'est la moindre des choses. Et nous avons rajouté parce que nous avons une vision politique. Nous ne sommes pas des commentateurs journalistiques ou des commentateurs sportifs, madame. Nous sommes des responsables politiques. Et nous avons dit, nous espérons que cela va être utile pour eux, pour que l'on ne retrouve pas les comportements qui ont scandalisé les Français il y a quelques années. Ce n'est pas, donc c'était dans le communiqué, ce n'est pas le concept racialiste de la France black, blanc, beurre qui a sauvé la France hier soir. C'est vrai. C'est le bleu, blanc, rouge qui avait... cette phrase? Mais pourquoi? Parce que M. Moscovici immédiatement a tweeté en se fondant sur ce concept-là, parce que on l'a vécu. C'était ça ce que vous appelez la récupération? On a vécu cette instrumentalisation il y a déjà quelques années. Bon, et nous, ce que nous disons, parce que c'est une analyse politique que nous faisons, c'est que si nous avons gagné, c'est parce que c'est le bleu, blanc, rouge qui a gagné. C'est le patriotisme qui a fait gagner. Le black, blanc, beurre, non? Non, c'est le patriotisme. Quand on les regarde, il y a des blacks, il y a des blancs, il y a des beurs. C'est quand même incroyable d'avoir une vision racialiste comme ça des choses. Moi, je vois pas de blagues de blanc et de beurre. Moi, je vois des Français. Et je vois encore une fois du bleu, blanc, rouge. Et je vois un stade entier qui chante la Marseillaise plusieurs fois de suite. Et je dis que le patriotisme qui est présenté en toutes circonstances comme étant un concept ringard, un sentiment limite suspect, eh bien, c'est un sentiment qui permet de se dépasser. Voilà, de créer... Mais là, visiblement, tout le monde était d'accord avec vous, parce que tout le monde s'est réjoui, effectivement, de ces... Voilà. Et ça n'est pas, encore une fois, je n'ai pas une analyse racialiste comme l'ont eu un certain nombre de responsables politiques. Dans un instant, on parlera des municipales et on se posera la question, c'est quoi un maire FN? À Gamache, dans la Somme, Arnaud Cléret, qui était le candidat UMP, avait décidé de faire liste commune avec le Front National. Il s'était d'ailleurs fait exclure de l'UMP pour cela. Visiblement, aujourd'hui, il regrette. Il a écrit une lettre à Jean-François Copé, qui en a donné le contenu ce matin sur Europe 1. Je voudrais qu'on l'écoute. Le Front National, m'écrit-il, est un parti avec lequel on ne peut pas travailler ni même lancer d'idées. Une sorte d'anarchie malsaine vit au sein de ce mouvement. Aucune proposition pour une simple municipalité. Il parle d'anarchie malsaine et d'aucune proposition. Ça veut dire que sur le terrain, vous n'êtes pas prêt? Le pauvre. Non, mais je veux dire, c'est terrible d'en arriver à faire écrire une lettre à un candidat d'un village de 3000 habitants, c'est ça? C'est la seule raison de réjouissance de sa semaine. Je trouve que c'est pitoyable. Bon, écoutez, cette liste Rassemblement Bleu Marine, elle aura lieu sans M. Cléret, qui a l'air d'avoir subi des pressions assez lourdes, mais elle aura lieu avec tous ses colistiers, c'est-à-dire avec des colistiers UMP qui vont quitter M. Cléret, anciennement UMP, et des colistiers Front National. Donc elle verra le jour, cette liste Rassemblement Bleu Marine, comme d'autres endroits. Il dit que sur le terrain, c'est l'anarchie malsaine et qu'il n'y a aucune proposition. Non mais d'accord, mais quelle est la valeur de la parole de ce monsieur Cléret? Excusez-moi. Vous balayez d'un non mais je veux dire, c'est quoi? Il a quoi comme compétence particulière? Vous voyez bien que cette lettre, elle a été écrite sous la dictée de monsieur Copé, qui d'ailleurs l'utilise. Pour vous, c'est téléguidé, quoi? Bon, ça me paraît tellement évident. Enfin, écoutez, je ne comprends même pas qu'on puisse en parler. Allons sur le terrain. Il y a beaucoup d'autres villes dans lesquelles les listes se constituent, rassemblent à droite, à gauche,
rassemble les patriotes pour à droite, à offrir gauche, une ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez éventuellement avoir d'anciens candidats socialistes, par exemple, qui vont vous rejoindre? Oui, il y en a qui nous ont rejoints, oui, bien sûr, notamment dans le Pas-de-Calais. Il y a d'anciens socialistes, il y a d'anciens communistes qui nous rejoignent aussi parce qu'ils sont patriotes et parce qu'ils voient bien qu'il n'y a plus rien à attendre, si vous voulez, des partis, entre guillemets, traditionnels et qu'ils veulent pouvoir œuvrer au sein d'un parti qui rassemble. On va regarder sur le terrain ce qu'on peut attendre justement des élus Front National. C'est l'heure du reportage de la rédaction. On a été à Vitrolles. Alors certes, Vitrolles, c'était en 1997. Les Maigret ont quitté ensuite le Front National, mais à l'époque, ils se sont fait élire sur une étiquette et sur un programme Front National. Donc ce qui nous a intéressé, c'est quand même d'aller voir quelles mesures ils avaient prises et quels souvenirs ils avaient laissés. C'est un reportage d'Alexis Cuvillier et Antoine Bonnetier. Parmi les Vitrolais, difficile de trouver des défenseurs de la gestion frontiste. Un très mauvais souvenir. Je pense que les Vitrolais n'en gardent pas un souvenir exceptionnel. Ça a été une catastrophe. C'était la dégradation de Vitrolles. Le parti a remporté la commune en 1997. Aux commandes, Catherine Maigret qui quittera le FN 2 ans plus tard. Parmi les priorités de l'édile, la sécurité. La police municipale est doublée, un effectif 3 fois supérieur à la moyenne régionale, quitte à sacrifier d'autres budgets. Des associations pour qui on n'avait plus d'aide, les poubelles qui étaient ramassées pas régulièrement. Ça c'était devenu tout, même tout ce qui est entretien, jardin, tout ça, c'était devenu. Voilà. Donc on a été vraiment mécontents. Autre mesure qui fit beaucoup parler, l'application d'une préférence nationale. Une prime versée aux enfants français nés de parents européens, annulée par la justice. Le FN local reconnaît aujourd'hui une erreur. Ça ne concerne pas les municipalités, dans l'immédiat en tout cas. On ne peut pas considérer que les pouvoirs sont les mêmes sur le plan local que sur le plan national. Donc il est évident qu'on ne peut pas pratiquer ce genre de choses actuellement. Ici, on applique la com du parti. S'il gagne des municipalités en 2014, le FN n'en fera pas des laboratoires. Pas de test de mesures envisagées au niveau national. Paradoxalement, le parti sait qu'il peut compter sur le ras-le-bol du gouvernement pour rallier de nouveaux suffrages. En 15 ans, le Front Vitrolais assure avoir beaucoup changé. La parole reste très libérée. Moi, je parle arabe, voilà, je vais vers les Arabes. J'ai des Arabes qui sont pour Marine Le Pen. Je veux dire, du moment qu'on est français, voilà. Ce qui change, c'est ça, qu'on n'est plus sectaire. Les espoirs, c'est Marine. Mais il faut bien écouter ses propos, qui sont différents de son papa. Vive la France, bleu, blanc, rouge. À Vitrolles, ce qu'on voit, c'est que quand ils ont mis plus de policiers, ça coûtait de l'argent. Du coup, moins d'argent, ils le disent, pour le ramassage des ordures, pour l'entretien des parcs. Est-ce que le problème, c'est pas que vous avez un discours national, mais quand vous vous retrouvez finalement au niveau local pour appliquer ce programme, il y a un peu le mur du réel? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je vous rappelle que Mme Maigret a été réélue. Donc, il a quand même dû trouver quelques 50% en plus, quelques voix. Vous avez vu qu'il y en a quelques-uns qui sont réélus à l'époque. Voilà. Bon, d'accord. Mais vous n'avez pas réussi à les trouver. Mais ça peut arriver, bien sûr. Vous avez vu la fin du reportage, elle est tout à fait satisfaite et elle dit que l'avenir, la réalité, c'est que d'ailleurs, sur le plan des finances de la ville, la situation s'était améliorée. Que ce soit d'ailleurs à Vitrolles ou à Toulon. C'est le comportement personnel de Bruno Maigret qui a posé un problème. Il s'est servi de cette ville d'abord comme un marchepied personnel et comme effectivement une sorte de laboratoire, ce qui a été, je le crois, une erreur. Mais vous dites qu'aujourd'hui ce sera effectivement plus du tout le cas, mais du coup qu'on comprenne bien, c'est quoi un maire FN? C'est-à-dire quelle est la manœuvre que vous auriez, quelle est la marge de manœuvre que vous auriez de plus qu'un autre maire? Qu'est-ce que vous feriez de différent d'un autre élu? On ferait différemment car on pense différemment. Mais concrètement, par exemple, parce que les élections municipales, c'est très... Par exemple, nous allons baisser les impôts concrètement. Ça veut dire que vous allez baisser aussi les dépenses. Oui, les dépenses. Quelles dépenses, par exemple? Par exemple, les dépenses de communication, les dépenses festives, le financement des associations communautaristes ou des associations politisées comme SOS Racisme. Mais les associations sont presque toutes politisées, non? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'associations qui répondent vraiment à l'intérêt des habitants. Comment vous feriez pour faire Il y a des associations sportives. Mais c'est très évident. Comment on voit la différence entre une association politisée? Je ne sais pas si vous voyez pas la différence entre l'association des boulistes du dimanche et SOS Racisme. Alors là, c'est un peu embêtant. Moi, je suis capable de le faire. Des associations particulièrement utiles, j'imagine, dans les quartiers, par exemple. Donc il y a toute une série d'associations qui sont régulièrement subventionnées, qui sont clairement des associations politisées, qui d'ailleurs prennent
part dans le débat politique. C'est aussi simple que ça. Hein. Elles prennent part dans le débat politique. Elles disent au moment des élections, voilà pour qui il faut voter, voilà contre qui il faut voter. Ça, ce sont des associations politiques. Eh bien, si elles font de la politique, à ce moment-là, il faut qu'elles se constituent en parti politique et qu'elles réclament un subventionnement de l'État. Le budget de la communication, par exemple, à Vitrolles, le budget d'achat pour la bibliothèque, par exemple, avait été coupé. Est-ce que ça fait partie aussi des dépenses inutiles? Non, ça n'est pas vrai, ça. Ça, c'est la caricature qui a été donnée. Ça n'est pas vrai, en l'occurrence. Bon. Non, mais je parle plutôt pour l'avenir. C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie des choses que vous envisageriez comme réduction de dépenses? Non, mais écoutez, les électeurs du Front National sont aussi attachés, si ce n'est plus à la culture, que n'importe quel autre électeur. Nous ne sommes pas des fronts-bas, vous savez. Nous avons même, pour certains, fait des études. Hein, donc, voilà, il faut arrêter de nous prendre... Non, mais je veux dire, il faut arrêter de nous prendre pour des sous-citoyens, vous savez. On lit des livres aussi, hein, incroyables, mais vrais. Non, mais alors là, donc, nous allons pas du tout de la victimisation, parce que vraiment, je vous demande simplement ce que vous feriez. Nous allons appliquer nos idées. Voilà, les idées qui sont celles de nos électeurs, et c'est pour ça qu'ils nous élisent. Nous allons donc arrêter les subventions aux associations communautaristes, car nous pensons que le communautarisme est un poison qui divise la société. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième heure du communautarisme. Les impôts, nous allons remettre en place la sécurité en déchargeant d'ailleurs les policiers municipaux les policiers nationaux d'un certain nombre de tâches pour les confier aux policiers municipaux. Nous allons gérer un bon père de famille. Alors justement, pour permettre, si vous voulez, que l'argent ne soit pas gaspillé. On va parler tout de suite justement de l'argent, des impôts. On accueille Edwige Chevrillon pour la séquence question d'écho. Oups. Bonsoir Edwige, merci. Bonsoir Pauline, bonsoir Marine Le Pen. Le Premier ministre, justement, on va parler de réforme fiscale et d'impôts. Le Premier ministre a un peu surpris son monde en annonçant une vaste réforme fiscale. Ça a surpris, y compris le ministère de l'Économie et des Finances. Demain démarrent les consultations avec les partenaires sociaux. D'abord les syndicats salariés, syndicats patronaux, et puis après les responsables des partis politiques. Est-ce que vous avez reçu une invitation? Est-ce que vous allez aller à Matignon? Non, nous n'avons pas reçu d'invitation et nous ne serons probablement pas convoqués à cette consultation, ce que je trouve véritablement scandaleux, car le Front National représente peut-être un Français sur 5 ou un Français sur 4, même peut-être aujourd'hui, et il n'est jamais consulté par le Premier ministre dans le cadre de ce qui représente... Est-ce que vous avez demandé à l'être? Vous avez... écoutez, ça me paraît être la moindre des choses. Non, j'ai pas écrit spécifiquement, mais enfin, il me semble quand même que dans les partis politiques importants, le Front National ne peut pas échapper à la sagacité du Premier ministre. Mais en même temps, vous avez 2 élus, en l'occurrence à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que pour l'instant à Matignon, on dit on va réfléchir, savoir si on reçoit. Oui, bien sûr, Marine Le Pen et le Front National. Mais je pense qu'ils adaptent à chaque fois, c'est ça. Ils disent on ne reçoit que les présidents de groupes comme ça. On sait très bien que ça évite de parler au Front National. Mais on va interroger sur la fiscalité les partenaires sociaux. Bon, déjà si vous étiez reçu d'un point d'interrogation, mais qui représentent en général 7% des salariés, les différents syndicats. Nous qui représentons 20% des Français, ou peut-être même 24 ou 25%, nous n'allons pas être entendus. Marine Le Pen, l'objectif de cette réforme, c'est un peu de faire avaler la couleur avec les hausses d'impôts depuis 3 ans. Est-ce que pour vous, c'est une manœuvre politique? Ou sur le fond, effectivement, il faut remettre à plat, pour reprendre l'expression de Jean-Marc Ayrault, la fiscalité en France? Est-ce que d'abord vous parlerez de ras-le-bol fiscal? Est-ce que vous parlez de délire fiscal? Ou au contraire, voilà, c'est le consentement à l'impôt qui est le fondement de notre République? Bon, moi je vais vous dire, je ne crois pas du tout dans cette grande réforme, elle ne sera pas faite. Quand on lance un grand débat comme ça, c'est en général pour refermer le couvercle sur la marmite. C'était la proposition numéro 14 du président de la République, du candidat François Hollande. Oui, bien sûr, et on vous explique que ça prend tellement de temps que peut-être ça ne verra pas le jour avant 2017. Bon, la dernière fois d'ailleurs que quelqu'un nous a fait un grand débat comme ça, c'était Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale. Mais il s'agissait uniquement de faire de la politique politicienne. Restons un instant là-dessus. Est-ce que sur le fait de fusionner l'impôt sur le revenu, la CSG, est-ce que ça vous paraît une bonne idée de dire qu'il faut trouver un peu plus un seul impôt plutôt que cette espèce d'archaïsme fiscal qui nous gère? Je pense qu'il y a beaucoup de débats qui peuvent être utiles sur ce sujet, notamment sur la simplification, parce qu'on a parlé d'un choc de simplification, mais personne ne l'a jamais vu, ce choc de simplification. Non, mais c'est la fiscalité d'abord. Est-ce qu'il y a trop d'impôts? Mais la simplification fiscale. Il y a des centaines d'impôts qui ont été créés
créées, il y en a même 84, taxes et impôts qui ont été créés sous depuis 3 ans, c'est pour ça que je dis 3 ans. Oui, voilà, la dernière année de Nicolas Sarkozy et la première année de François Hollande. Ils ont créé chacun 30 milliards d'impôts supplémentaires. Mais qu'est-ce que vous, pour répondre à votre question, est-ce que vous dites ras-le-bol? C'est le délire fiscal absolu qui fait que les Français et les entreprises, et notamment les PME, les très petites entreprises, les artisans et les commerçants, n'en peuvent plus. Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de Français qui payent l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'il faut élargir la base d'impôt sur le revenu? On est en train de savoir comment est-ce qu'on va gérer la pénurie. Ça n'est pas ça le problème. Le problème, pour résoudre le problème des impôts, c'est d'arrêter d'abord la politique d'austérité imposée par l'Union européenne et c'est de recréer la croissance. Car s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, de toute façon, il n'y aura pas de recettes fiscales. On va arriver là-dessus. Donc, sur le plan de recettes fiscales, vous avez raison, le ministre du Budget, à ce même micro, disait qu'effectivement, il y avait de moindres rentrées fiscales. Mais est-ce que vous êtes pour modifier, effectivement, la fiscalité en France, notamment l'impôt sur les revenus et la CSG, puisque c'est ça dont on parle en ce moment? Oui, je suis pour les modifier. Je suis aussi pour une plus grande proportionnalité de l'impôt sur le revenu pour permettre aux classes moyennes sur laquelle pèse le plus lourdement, si vous voulez, l'impôt, de s'en voir allégé. Je suis pour qu'on arrête de taper sur les familles. Je suis pour qu'on fasse une grande modification de la fiscalité aussi des entreprises. Voilà, je crois qu'objectivement, on est en train là de mourir d'une hyper-fiscalité, mais qui est le seul moyen aujourd'hui de l'État, qu'il soit d'ailleurs UMP ou socialiste, pour une raison simple, c'est qu'ils obéissent encore une fois à des ordres qui sont des ordres peut-être aussi qu'on ne fait pas d'économie, peut-être qu'on ne fait pas d'économie. Mais vous avez raison, madame. Vous avez raison. Vous avez raison de dire qu'il faut absolument faire des économies sur ce que j'appelle les mauvaises dépenses de l'État. Il y a quand même, moi je ne suis pas d'accord sur l'endroit où on fait des économies. Bon, eux, ils font des économies sur les services publics. Les collectivités territoriales, les collectivités locales. Non, mais ce qui crée d'ailleurs un gros problème, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, vous l'aurez remarqué, les Français se retrouvent avec des impôts qui ne cessent d'augmenter et des services en face qui ne cessent de baisser. C'est ça qui rend les choses insupportables. Est cassé. Est-ce que il est cassé. Le lien est rompu entre justement services publics et fiscalité. Bien sûr, le lien est rompu parce qu'on demande aux Français, de manière profondément injuste, toujours de payer toujours plus d'impôts, mais en face, il y a moins de tribunaux, il y a moins de sécurité, il y a moins d'hôpitaux, il y a moins de maternités, il y a moins de postes, il y a moins de tout. Et quand il y a encore, eh bien le niveau, la qualité des services qui sont rendus, notamment, je pense à l'école, je pense à la santé, Marine Le Pen, je suis désolée. ne cesse de baisser. Alors évidemment qu'il y a une rupture du consentement. Est-ce que vous demandez au gouvernement de retarder la hausse de la TVA qui doit intervenir au 1er janvier 2014? Je demande d'annuler la hausse de la TVA. Il y a des mesures urgentes à prendre. En l'occurrence. Annuler l'augmentation de la TVA, annuler l'écotaxe, annuler d'ailleurs aussi l'équitaxe, puisque vous en avez parlé, qui va probablement tuer 6 000 emplois, faire fermer 2 000 centres équestres et mener 80 000 chevaux à l'abattoir, ce qui moi aussi fait partie de mes préoccupations. Un mot très rapide, puisqu'il nous reste juste 1 minute. Vous voyez, ça passe vite pour parler d'économie. Sur l'euro, parce que sur l'euro, on a un sentiment que vous avez un petit peu évolué. À un moment, vous disiez que vous étiez pour la suppression de l'euro. Maintenant, vous êtes pour une suppression concertée, en l'occurrence, avec les différents partenaires de l'Union européenne. Mais j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que j'ai vos déclarations. J'ai toujours dit que j'étais pour une sortie concertée et organisée de Et vous maintenez ça? Bien sûr, je le maintiens, et je le maintiens avec des prix Nobel d'économie. Monsieur Stiglitz, Monsieur Krugman, Halley, lorsqu'il était vivant, Monsieur Roubini, qui dit la même chose. Ils sont tous américains, vous me direz. Ça change rien. Avec des économistes comme Monsieur Rosa, comme Monsieur Lafay, comme Monsieur Sapir, comme Monsieur Gréau, comme Monsieur Todd, dont j'aimerais bien qu'ils puissent venir sur les plateaux de télévision et de radio exprimer les raisons pour lesquelles ils pensent, comme je le pense, que l'euro était un handicap fantastique pour notre économie, que c'est lui qui est à l'origine de notre perte de compétitivité, que c'est lui qui tue nos exportations et que c'est lui qui est en partie à l'origine de l'augmentation du chômage de masse. Juste entre 1950 et l'euro, le franc a eu 14 dévaluations. J'ai vérifié, vous voyez, parmi d'autres économistes. Nous, on n'a pas eu de dévaluation, évidemment, et pour cause, depuis que l'euro a été créé. Est-ce que finalement, vous pensez que ce serait une vraie bonne chose de retrouver le franc, qu'on retrouve notre propre monnaie nationale? Mais je crois que c'est la seule sortie possible. Car l'euro a démontré qu'il nous a mis avec une croissance nulle depuis 10 ans. Vous savez, Mme Schiller, qu'on est quand même le seul espace au monde qui a eu une croissance zéro avec l'Iran, parce que l'Iran était sous blocus. Donc on a eu la même croissance qu'un pays qui était soumis au blocus. Excusez-moi, mais enfin, c'est quand même une anomalie dans le monde. Je rappelle encore une fois que 95% des pays du monde ont leurs frontières et ont leur monnaie. Eh bien, je ne demande après tout qu'une chose, c'est d'être comme l'immense majorité
majorité des pays du monde capables d'adapter ma monnaie à mon économie, parce que le bilan de l'euro, et les Français le font, est un bilan déplorable. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci Edwige Chevrillon. On accueille Anna Cabanin pour la séquence Marine contre Le Pen, voir vos propres contradictions. Bonsoir Apolline, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors vous vous élevez contre la formulation d'extrême droite pour désigner le Front National. On a même le sentiment que vous vous sentez sincèrement calomnié. On écoute. Cette formulation d'extrême droite est utilisée par nos adversaires justement pour nous décrédibiliser. En réalité, il s'agit d'un terme péjoratif qui est utilisé de manière politique, de manière partiale, pour dénigrer le Front National. Extrême droite, ça fait extrémiste de droite. Alors je ne vois rien dans le programme qui est le mien, celui que je porte, d'extrémiste. Alors désormais, vous menacez carrément de saisir la justice pour faire admettre que ce terme est une injure, c'est votre mot. Alors on veut bien vous croire quand vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, mais ce que je suis pas sûre de comprendre, c'est où se situe la différence. Parce que l'extrême droite, historiquement, c'est le mélange du traditionnalisme, du nationalisme, du patriotisme, voire du fascisme. Alors qu'est-ce que vous rejetez parmi les différentes tendances que votre père a réussi à fédérer en créant le Front National? Mais c'est que ce propos est quand même très révélateur d'ailleurs. Qu'est-ce qui est fasciste dans le programme du Front National? Non, je vous dis que l'extrême droite a été... Qu'est-ce qui est extrémiste dans le programme du Front National? Le mélange de tout ça, historiquement... Mais non, mais n'importe qui, il met n'importe quoi, permettez-moi. Il y a des journalistes qui nous expliquent que, ah non, mais c'est l'extrême droite, c'est parce qu'ils sont contre l'immigration. D'accord, donc tous les gens qui sont contre l'immigration sont d'extrême droite. Mais en quoi c'est un gros mot, extrême droite? Nombreux. En quoi est-ce un gros mot? Mais parce qu'il est utilisé pour ça. D'ailleurs, dans le même sac, quand on parle de M. Brejnik, le terroriste fou, c'est l'extrême droite. Quand on parle des attentats de Boston, c'est l'extrême droite. Quand on parle des racistes, etc., c'est l'extrême droite. Vous êtes où, mais du coup, Marine Le Pen? C'est vrai, madame, que lorsque j'ai dit que je considérais que c'était un terme péjoratif, tous les journalistes ont dit, ah, ben nous, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on interviewera, on dirait extrême droite. Comme s'il s'agissait d'avoir une petite médaille. Où est-ce que vous êtes, du coup, dans l'éventail? Mais nous ne sommes pas dans l'éventail. Voilà, nous sommes au-dessus de l'éventail. D'accord. Vous n'êtes pas, donc, effectivement, dans l'éventail entre la droite. Voilà, nous sommes ni de droite, ni de gauche. Oui, mais alors ça, c'est une définition négative, Marine Le Pen. Comment vous définissez positivement? Vous n'êtes pas d'extrême droite, vous n'êtes pas de droite, vous n'êtes pas de gauche. Nous sommes pour la nation. Et ce n'est pas anodin ce que je dis, ce n'est pas une formule creuse ou vide de sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une classe politique, UMP, PS, Verts, UDI, Modem, qui considère que la France est un concept ringard, que la nation doit être dépassée au profit d'un fédéralisme européen. Donc si on cherche une définition positive, ils ont d'ailleurs contribué, si vous voulez, à vider la souveraineté de la France, de la souveraineté du peuple français, pour le transférer à Bruxelles. Bon, et par conséquent, ils ne croient plus en la nation. Nous croyons en la nation. Donc on cherche une définition positive. Donc un parti national, un parti national. Un parti patriote. D'accord. Donc et national aussi. Vous ne récusez pas cet adjectif? Populaire, oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup national, populaire, patriote. Alors il y a beaucoup de vos militants que ça ne gêne pas de se dire d'extrême droite, qui ne prennent pas ça pour une insulte. D'ailleurs, ils ont globalement moins de scrupules, disons, sémantiques que vous. Alors vous avez dit, par exemple, que vous désapprouviez tout à fait les manifestations du 11 novembre parce que vous avez précisé qu'on ne manifestait pas le jour d'une commémoration. Or, on a arrêté préventivement des militants du Front National. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, vous ne tenez pas vos troupes? Ça veut dire qu'ils ne vous écoutent pas? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on est en train de passer d'un pays démocratique à un pays totalitaire. Voilà ce que ça veut dire. Car arrêter préventivement des gens, permettez-moi de vous dire qu'on ne fait ça que dans les pays totalitaires. Ça n'existe pas d'arrêter préventivement des gens. Ça veut dire qu'on les a arrêtés alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. Ils étaient autour du candidat Valéran de Saint-Just, qui est présent sur ce plateau, derrière vous, d'ailleurs, venu pour commémorer le 11 novembre, ce qui est le droit de tous les Français, et attendant le président de la République, tranquillement, sans rien faire, eh bien, ils ont été mis de côté et mis dans des paniers à salade, préventivement, comme vous dites. Ben, ça s'appelle une arrestation arbitraire. Et d'ailleurs, plainte a été déposée contre cette arrestation arbitraire, car c'est une dérive que je trouve relativement dangereuse. Alors, deuxième thématique. Au fond, je vois pas le rapport avec le fait que avec ces militants dont vous me dites que ça les dérange pas qu'ils soient appelés d'extrême droite. Non, parce que c'est vrai que vos militants ne sont pas dérangés par l'appellation extrême droite, au fond. Parce qu'ils prennent pas ça comme une injure. Mais parce que quand on leur parle, quand on leur parle, extrême droite, ils prennent pas ça. Anna Cabanin est quand même votre reporter sur le terrain, elle les a rencontrés. Marine Le Pen, votre père dit que c'est les médias qui en ont fait quelque chose d'insultant, mais qu'en soi, se dire d'extrême droite n'est pas une insulte en soi. Madame, comment vous définissez, vous, l'extrême droite?
Ça n'est donc ni la droite, ni la gauche. Non, mais, vous le définissez comment? Parce que, allez, essayons d'aller dans la logique. Mettons que vous êtes de bonne foi et que la formulation d'extrême droite n'est pas du tout une formulation péjorative utilisée effectivement mais attendez, on est de bonne par les foi médias. en posant cette Avec grand question, plaisir, bien sûr qu'on est de depuis bonne que j'ai foi. demandé à ce qu'on arrête de faire ça, on est traité d'extrême droite 100 fois plus qu'avant. Bon, ça prouve d'ailleurs, ça m'a permis d'ailleurs de démontrer aux gens qui écoutent, les journalistes, quels sont les journalistes qui sont des militants politiques et qui utilisent ce terme pour des raisons politiques et ceux qui ne sont pas des Mais là, militants. sur ce plateau, on est plutôt de très bonne foi sur ce plateau. On se pose simplement la question de où est-ce qu'on vous positionne. C'est normal de se poser cette question-là. À droite et a une vision ultralibérale de l'économie. Voilà, ils pensent que la loi du marché doit tout régler. Mais ils ne se sentent pas insultés quand on leur dit qu'ils sont ultralibéraux pour ça. Ce que je veux dire, c'est que si nous sommes à la droite de la droite, admettons que vous soyez qu'on soit... Non, on a compris, vous avez dit que vous n'étiez pas à la droite de la droite. On a compris. Moi, j'aimerais bien... Mais nous ne sommes pas des ultralibéraux, nous sommes contre l'ultralibéralisme, contre le laisser-faire, contre le laisser-passer. Donc là, par exemple, nous ne sommes pas à la droite de la droite, vous voyez, c'est une erreur. Bon. Et il y a toute une série comme ça de domaines dans lesquels je suis désolée, mais nos positions ne sont pas du tout extrémistes. Car, encore une fois, en quoi nos positions sont-elles extrémistes? Citez-moi une position extrémiste. Marine Le Pen, justement, je voudrais qu'on parle un peu c'est intéressant comme débat. Notamment des mœurs, par exemple. Le positionnement sur les mœurs. Anna, vous aviez prévu de poser des questions sur la question du rapport au mariage pour tous. Parce que votre positionnement sur le mariage gay, en fait, vous n'avez donc pas voulu, on le sait, participer aux manifestations contre le mariage pour tous, tout en indiquant que si vous étiez élu, vous aboliriez la loi, tout en promettant de respecter les mariages qui auraient déjà été contractés avant votre élection, et tout en vous déclarant favorable à une amélioration du PACS, notamment sur le plan de la transmission patrimoniale. Donc au fond, c'est... Alors vous avez dit... C'est contradictoire. Non, disons que vous jouez sur tous les terrains. C'est-à-dire que vous, à la fois, vous donnez des gages aux homosexuels, puisque vous leur... Parce que vous montrez que sur les mœurs, vous n'êtes pas fermé sur ce terrain-là, et en même temps, vous rassurez la partie traditionnaliste de votre électorat. Non, mais madame, je comprends que vous soyez dans votre rôle, je veux dire, en essayant de trouver des justifications. Moi, ça fait très longtemps que je dis que je suis pour une amélioration du PACS. Bon, je suis pour une amélioration du PACS. Et vous essayez de faire la synthèse entre des choses qui sont difficilement conciliables. Je suis pas au PS, moi. Je ne fais pas de synthèse. Je défends mes idées. Bon, donc voilà, je suis pour une amélioration du PACS parce que je pense qu'en matière de succession, parce que je pense qu'en matière de maintien dans les lieux, en cas de décès, il y a effectivement des améliorations à faire. Je suis contre le mariage homosexuel, je l'ai dit. Je ne me suis pas sentie obligée d'aller manifester et je ne l'ai pas regretté d'ailleurs. Je crois que la position que j'ai est parfaitement cohérente et au contraire, je reste en cohérence avec ce que je suis. Donc je ne vois pas de contradiction dans ces domaines-là. Quant au fait de ne pas revenir sur les mariages qui auront été célébrés, c'est l'état de droit qui exige ça. Je suis aussi avocat et respectueuse du droit, respectueuse de la loi lorsqu'elle a été votée, et je suis contre la rétroactivité des lois. Donc je pense que quand on abroge une loi, on ne peut pas défaire ce qui a été fait sous l'égide d'une loi qui a été votée. Tout cela est parfaitement cohérent et parfaitement respectueux du droit. Je suis heureuse de voir que vous n'avez pas réussi à trouver de contradictions dans mon discours. Abdelhakim Descartes, 6 jours de traque, des tentatives d'assassinat, ici même à BFM TV, à Libération, à la Société Générale. Il a fini par être arrêté mercredi. Est-ce que vous estimez que la police et la justice ont bien fait leur travail ? Écoutez, la justice, elle n'a pas encore fait son travail. La question qui se pose, c'est sur le suivi, si vous voulez, de profils qui sont des profils dangereux. Hein. C'est un homme qui sortait de milieux d'extrême gauche violents, qui aurait peut-être pu faire l'objet d'un suivi un peu plus précis. Regretter qu'il n'y ait pas eu un suivi... Ce qui a été le cas. En même temps, si vous voulez, à l'époque, n'existait pas, effectivement, le fichier des empreintes, et par conséquent, je crois qu'il ne faut pas pleurer sur le lait renversé. Bon, il a été arrêté, je crois que tout le monde s'est réjoui de cela, car il était évidemment extrêmement inquiétant de voir quelqu'un comme celui-là courir les rues de la capitale. Hein. Valérie Trierweiler a dit prendre Danielle Mitterrand comme modèle, et elle annonce, je cite, qu'elle ne se taira plus. Est-ce que c'est son rôle ? Ah, écoutez, très bien. Il me semblait pas qu'elle avait été particulièrement discrète, hein, en tout cas dans le mandat, mais bon, on s'attend à quelques tweets ravageurs. Alors, elle pourrait peut-être aller s'occuper de la situation, dénoncer la situation des femmes en Arabie Saoudite.
qui pourtant est un allié du gouvernement de son mari. Hein. Vous entendez qu'elle choisit ses combats contre la lapidation des femmes, pour le droit des femmes à vivre dignement, librement, dans un pays dans lequel elles n'ont aucun droit, même pas le droit de conduire, ni d'ouvrir un compte en banque, ni de travailler, ni de quoi que ce soit. Voilà les combats que vous aimeriez qu'elle porte. Par exemple, ça pourrait être un bon début. La ministre Dominique Bertinotti a dévoilé ce week-end qu'elle avait eu un cancer. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites chapeau, vous avez du respect pour le fait qu'elle le dise aujourd'hui? Oui, moi j'ai assez de respect pour cela. Je pense qu'elle l'a fait pour démontrer qu'on pouvait être victime de cette affection terrible et en même temps continuer à travailler. Je pense que c'est un espoir pour les femmes qui sont dans cette situation et qui, peut-être pour certaines, ont le sentiment qu'on les met au rebut. Et voilà, j'ai trouvé ça assez courageux. Moi, je lui tiens mon chapeau. Elle est courageuse. Le transporteur Maurice Ducrot qui a déposé le bilan, 5000 salariés qui pourraient être menacés. Est-ce que vous croyez toujours à l'inversion de la courbe du chômage? Est-ce qu'on peut croire à l'inversion de la courbe du chômage que nous promet le gouvernement? Évidemment que non. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets et les remèdes qui sont mis en œuvre par le gouvernement, c'est-à-dire l'austérité de plus en plus lourde, aggravent la situation, contractent l'économie, créent les conditions de perte de recettes pour l'État et donc l'augmentation des déficits et donc l'augmentation de la dette. On est dans un cercle vicieux et on n'en sortira pas. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à la concurrence internationale déloyale dont sont victimes les transporteurs, à qui d'ailleurs j'ai écrit, puisque j'ai écrit à toutes les entreprises de transport, tant qu'on les mettra en confrontation avec la libéralisation du cabotage, qui a été pour eux quelque chose d'absolument épouvantable, tant qu'ils seront confrontés à une monnaie trop forte, eh bien, hélas, on continuera à avoir des domaines entiers qui sont aujourd'hui fragilisés, comme l'agroalimentaire, comme les transports et d'autres. Et une question sur PSA, c'est une question qu'Edwige Chevrillon voulait vous poser tout à l'heure, mais elle n'avait pas eu le temps. PSA qui est en négociation avec Dongfeng, PSA qui pourrait donc devenir chinois, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça catastrophique, je trouve ça dramatique, je veux dire, voilà, je trouve ça catastrophique et on peut peut-être avoir une espérance puisque PSA avait perdu son deuxième marché international qui était celui de l'Iran. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les Américains qui étaient entrés au capital leur avaient interdit de continuer à livrer des voitures en Iran. Donc peut-être que ça permettra à PSA de voir une augmentation de ses capacités de production. Et sinon, est-ce que si vous étiez au gouvernement aujourd'hui, vous donneriez de l'argent public dans PSA? Est-ce qu'il faudrait nationaliser PSA? Est-ce qu'il faudrait aider PSA? Il faut tout faire pour sauver notre industrie automobile, parce que notre industrie automobile n'est pas seulement une industrie automobile. Je veux dire, c'est d'abord un fer de lance, c'est aussi beaucoup de technologie, des avancées technologiques. Or, si nous perdons cette partie-là, qu'est-ce qu'il va, en l'occurrence, nous rester? Mais on a poussé Renault, Peugeot, à s'expatrier, à délocaliser, à aller ouvrir des sites de production ailleurs. Et il y a même des ministres qui sont allés avec un cynisme inouï pour ouvrir les entreprises. Hein. Ils ont coupé le ruban au Maroc, en Tunisie. Bon, je veux dire, on marche sur la tête. Tant qu'on ne fera pas de patriotisme économique, eh bien, on n'arrivera pas. Et tant qu'on n'arrêtera pas aussi la chasse aux automobilistes sous la pression des Verts, parce qu'il y a ça aussi un peu quand même. Hein. Je veux dire, on ne cesse de prendre les automobilistes comme des vaches à lait. Vous trouvez ça un peu contradictoire de dire qu'il faut acheter les voitures françaises, oui, mais en même temps, c'est effectivement un peu contradictoire.